que vous vous apprêtez à regarder fut retrouvé par le service de police de la ville de Sherbrooke. Visionnage à vos risques et périls. Donc, si on se fie aux articles parus dans les dernières semaines, c'est dans cette forêt qu'on a enregistré 8 disparitions depuis le début de l'été. On est à environ 2, peut-être 3 kilomètres de la ville et l'habitation la plus proche est à 10 minutes par là. Ce qui fait vraiment froid dans le dos là-dedans, c'est à quel point les témoignages des gens parlant de cette forêt se ressemblent. De manière générale, on parle de couleurs vives, de messages inconnus, voire de langues non reconnaissables. Et comme vous vous en doutez, dans une petite ville de moins de 1500 habitants, ça fait beaucoup parler. Les rumeurs parlent de tueurs en série, de sectes se réunissant dans les bois pour faire des sacrifices à un démon. Les témoignages affirment avoir vu des choses impossibles apparaître comme des aliens, des monstres, des démons, et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Vous regardez présentement le journal de bord vidéo de mon projet de thèse en criminologie, à savoir qu'est-ce qui se passe dans les forêts de Sherbrooke. Salutationalisation. Le found footage, c'est un genre au cinéma qui fait énormément parler de lui-même. De manière générale, soit on adore, soit on déteste. Vous savez, ce sont ces films racontés du point de vue de la caméra où la mise en scène est presque inexistante et le budget semble assez réduit, voire quasiment nul. Aller en prison pour avoir triché au loto? Vous n'avez que 5 numéros sur 6. Tu vas retourner dans le passé et rejouer. Je n'ai pas gagné 2 fois de suite le gros lot. C'est 1,8 million quand même, vous abusez. On parle donc ici de films comme Black Storm, Cloverfield, Projet Almanac, mais de loin, le genre favori du fan footage, ça reste l'horreur, et ça, c'est pour une raison en particulier. C'est du simple fait que les personnages de ces films, ils ne sont pas ou très peu romantisés. Ils semblent plus proches de la réalité parce que ce sont des films qui sont plus souvent qu'autrement vendus comme des mockumentaires, aussi appelés documentaires. Vous savez, ce sont ces faux documentaires à la The Office ou Modern Family, ce qui me ramène à une question. Pourquoi est-ce que les mockumentaires à la télé, c'est des comédies et au cinéma, c'est de l'horreur? C'est quand même énorme comme gap. Mais du côté de l'horreur, ce qui est réel vient se mélanger à la fiction. Et quand cette fiction est faite pour faire peur, ça fonctionne simplement parce qu'on a l'impression de vivre ces événements avec ces personnages. Et ce taré, c'est des expériences. Le masque ressemble fortement. Je vais juste vous le montrer. Mais il ressemble un peu aux légendes urbaines creepy et malsaines qu'on trouve sur Michael Jackson. Et vous le savez sûrement, mais sans être le premier, il y a un film qui a énormément aidé à populariser cette façon de raconter une histoire. Si vous aimez donc l'histoire du cinéma, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche, ainsi qu'à visiter la section commentaires pour me dire de quel autre sujet on devait traiter et laisser un like au passage pour le référencement. Maintenant, embarquez avec moi dans la fascinante histoire du Blair Witch Project. La véritable sorcière. Moll Dyer est le nom d'une femme ayant vécu au 17e siècle à Leonardtown dans l'État du Maryland aux États-Unis. Elle vivait isolée dans une cabane dans les bois et elle finit par être accusée de sorcellerie par les villageois. Elle fut enlevée, sa maison incendiée et son corps retrouvé mort, supposément de froid, sur un gros rocher. Difficile de savoir les détails, les notes historiques par rapport à l'époque coloniale du Maryland ayant disparu dans un incendie au tribunal du comté en 1831. Il est donc très difficile de savoir les faits de la fiction. Mais on peut commencer à voir des constantes. Le consensus historique disant que cette histoire aurait eu lieu pendant la décennie des années 1690, quelque part au mois de février, donc pendant les Maryland Witch Trials, les procès des sorcières du Maryland. Procès qui, oui, mèneront à plusieurs accusations non fondées étant acquittées, mais aussi à une exécution en la personne de Rebecca Fowler. On dit aussi que la mort de Dyer aurait jeté un sort à la fois sur la cabane dans les bois qu'elle habitait que sur le village qui l'a exécutée. Dû donc à l'incendie du tribunal, l'existence, oui ou non, de Moll Dyer est impossible à prouver. Le fait étant que c'est plus rendu une légende urbaine qui se passe à travers les générations de façon orale. Partant donc du principe que Dyer n'était pas coupable, ce qui historiquement parlant est une tendance à être vrai parce qu'on sait tous comment ça se passe un procès de sorcière, le fait étant qu'une personne comme Moll Dyer aurait pu exister. On est à la fin du 17e siècle. Juste le fait d'être une femme célibataire qui vit seule dans les bois, c'est suffisant pour que le village se pose des questions. Et t'es pas dans une situation où tu peux te permettre que le village se pose des questions. Et des personnes comme Moll Dyer, eh bien, il y a des jeunes documentaristes qui en ont retrouvé une. La sorcière de Blair. Je veux pas d'artifice, ce que je veux surtout éviter, c'est les clichés. Je veux présenter ça d'une façon aussi simple et directe que possible. Je trouve que la légende est assez inquiétante en elle-même. Le projet Blair Witch est un film documentaire de Eduardo Sanchez et Daniel Myrick sorti en 1999 avec un pitch de base simple mais particulier.
On y suit une équipe d'étudiants en cinéma arpentant les forêts de Black Hills pour y enquêter sur la sorcière de Blair, une légende locale. J'ai eu l'impression qu'il y avait une chose près de moi, ce genre de chose qui donne le frisson. Les étudiants vont disparaître, leur équipement sera retrouvé 1 an plus tard et remonté pour qu'on comprenne ce qu'il s'est passé. Voyons donc d'où vient la légende de la sorcière de Blair. Elle fait référence au petit village où va se dérouler l'action. Tout commence en 1785 avec une jeune Irlandaise nommée Ellie Kedward. Ellie, c'est une femme qui vivait en pleine forêt, reclus de la société. Et un jour, en plein hiver, 7 enfants vont sortir de ces bois en courant effrayés, disant que la vieille femme tente de boire leur sang. On est donc au 18e siècle, dans l'État du Maryland, qui est un État puritain. Si vous avez vu notre vidéo sur l'empereur Bélos, vous savez exactement ce que ça veut dire, et vous savez comment ça va se terminer. Même si le Maryland, historiquement parlant, on n'a jamais vu une chasse aux sorcières aussi énorme que celle de Salem ou même de l'Inquisition espagnole, eh bien, il y a quand même eu des incidents et des accusations. Des procès qui sont bien sûr menés de manière juste et équitable, où le parti a le droit de se défendre, et où tout est mis en œuvre pour prouver si, oui ou non, l'accusé est coupable avec la plus grande des mines. Le village de Blair va donc immédiatement s'enrager, bannir Kedward pour sorcellerie, la traîner et la ligoter dans les bois, là où elle sera laissée pour morte dans le froid de l'hiver. Évidemment! La partie étrange, c'est que des témoignages racontent que des enfants ont commencé à disparaître après cet incident. Mais surtout que par crainte d'une malédiction, les habitants ont commencé à quitter le village de Blair. C'est ensuite en 1824 qu'un promoteur du nom de Burkitt va arriver à Blair qui, au fil du temps, s'est transformé en village abandonné, probablement dû à sa réputation. Il va racheter le territoire, le rénover et le renommer Burkittsville, nom encore arboré aujourd'hui. Mais la légende ne s'arrêtera pas là. Ça fait présentement 2 heures qu'on est dans les bois. J'ai décidé d'enquêter sur une piste qui m'a été donnée en entrevue par Eddie Brière de la... OK. Donc, comme je disais, par Eddie Brière de la... Sûreté du Québec. Je vais vous passer l'extrait de l'entrevue. Après enquête, plusieurs de nos lieutenants ont rapporté des patterns quand même très dérangeants. Déjà, à la base, cette succession de disparitions fait énormément écho à des événements similaires s'étant déroulés entre les étés 2012 et 2014. Mais aussi, on retrouve des similitudes avec des enquêtes similaires qui datent des années 80, 70 et aussi 60. Dans tous les cas, on parle de grandes lumières, de feux visibles, et dans chaque cas, les gens qui sont, disons, assez chanceux pour y survivre, sont traumatisés au point de ne pas ressortir de psychiatrie avant des années. L'état-major a refusé de fermer l'accès à la forêt pour cause de manque de preuves, mais nous conseillons fortement de ne pas s'y aventurer, encore moins seul. Le ruisseau maudit. En 1825, un an plus tard, un jeune enfant du nom de Aileen Trickle était en train de jouer à côté de la Trappy East Creek, un ruisseau local dans la forêt de Burkittsville. Et on raconte aujourd'hui que Trickle aurait été attrapé par une main fantomatique sortant du ruisseau devant une douzaine de témoins et que son corps ne fut jamais retrouvé. Autre détail très troublant, des branches vont venir s'amasser dans le ruisseau, le rendant impraticable pendant 1 mois complet. Ça, c'est sans parler des figures étranges de toutes les branches retrouvées à travers la forêt. 60 ans vont s'écouler, jusqu'en 1886 où Robin Weaver, une jeune enfant de 8 ans, va disparaître dans les bois. Elle raconte avoir croisé le chemin d'une vieille femme étrange dont les pieds ne touchaient pas le sol. La femme en question aurait amené Weaver chez elle dans une cabane, vous l'aurez deviné, dans les bois où elle se serait absentée au sous-sol pendant plusieurs heures. Weaver, bien sûr effrayée, va s'enfuir et à son retour, elle apprendra qu'une équipe de recherche a été envoyée pour la rapatrier. Équipe de recherche qui, ironie du sort, ne reviendra jamais. Une seconde équipe est donc montée pour aller retrouver la première, tu parles d'une bande d'incompétents, et ils se retrouveront donc à Coffin Rock, littéralement le cercueil de pierre. Dans la grotte, on trouve un massacre, des cadavres tous dénudés, éventrés et attachés les uns aux autres avec des symboles qui semblent d'origine païenne gravés sur leur chair. L'équipe de recherche va bien entendu aller chercher le shérif du village, mais à leur retour, les corps ont tous disparu. Cependant, ils ont laissé une trace qui est encore fraîche. La piste sera abandonnée et jusqu'à sa mort à l'âge de 50 ans, Robin Weaver refusera de parler à qui que ce soit de sa rencontre, à l'exception de sa famille immédiate. Le vieil ermite.
Ils ont fouillé sa maison et ils ont découvert les cadavres de 7 gosses de la région. Encore 60 ans plus tard, décidément, on arrive à une nouvelle vague de disparitions d'enfants. Dans les années 40, c'est après un certain temps que dans les bois de Black Hills sortira Rustin Parr, un ermite qui vivait reclus, difficile donc de l'imaginer errer en ville. Et pourtant, il est dit que Rustin a commencé à arpenter la ville et à parler à tous les passants qu'il croisait, leur disant « J'ai enfin terminé ». C'est en l'accompagnant chez lui que la police va retrouver des traces de torture, un véritable bain de sang et surtout 7 tombes à côté de la cabane dans les bois qu'il traite comme une maison. Bien entendu, à l'intérieur des 7 tombes, on retrouve les 7 enfants disparus qui, ironie du sort, portaient exactement les mêmes marques que les victimes de Coffin Rock 60 ans plus tôt. C'est le 8e enfant, Carl Brody, qui sera découvert traumatisé dans le coin du sous-sol de la maison. Il témoignera et ce ne sera pas difficile de faire condamner Rustin. Rustin va avouer tous ses crimes, disant avoir fait ce qu'il a fait sous les ordres d'une voix qu'il entendait dans sa tête. Il amenait les enfants au sous-sol de sa maison, en faisait tenir un dans le coin pendant qu'il assassinait l'autre, jusqu'à ce que la voix mystérieuse lui dise d'arrêter, avant bien sûr de s'en prendre à Kyle. On ne sait trop pourquoi, mais une légende locale ainsi qu'une théorie dit qu'il aurait été possédé par l'âme ou le fantôme de la sorcière. Si on se rappelle bien, les premiers à avoir accusé Ellie Kedward, c'étaient 7 enfants qui clamaient qu'elle voulait leur sang. Et Rustin s'est arrêté après le meurtre de 7 jeunes. La théorie veut donc que Kedward aurait simplement eu ce qu'elle voulait après le 7e et qu'elle aurait laissé l'ermite s'en tirer une fois son besoin accompli. Parr va donc être condamné à la potence et sa maison sera incendiée. Carl Brody, lui, ne surmontera pas cette tragédie, il sera interné et des enregistrements le montrant en train d'écrire un alphabet occulte probablement lié à ce qu'il a vu ou entendu sont encore présents. Ce qui va donc mener à notre dernière apparition de la sorcière de Blair. Le projet Blair Witch. J'ai peur de fermer les yeux. J'ai peur de les ouvrir. Dans les années 90, on retrouve un Internet tout juste naissant, ce qui veut dire que diffuser de l'information devient de plus en plus facile, mais que c'est pas tout le monde qui le réalise. Et surtout, ça veut dire que les gens sont peut-être pas forcément aussi éduqués qu'aujourd'hui à bien vérifier l'information qu'ils reçoivent sur Internet. C'est là que l'histoire des disparus de Black Hills fait le tour du pays. On commence à voir des avis de recherche apparaître partout. On retrouve des interviews par rapport à ces jeunes disparus, des rapports de police, et des gens vont jusqu'à contacter la famille des disparus pour leur amener leur support. Seul problème, tout est faux. En partie. Les affiches, les entrevues, même la légende d'Ellie Kedward et de Rustin Parr, le vieil ermite, c'est des inventions pour un film. C'est un coup de marketing monté pour faire la promotion du Blair Witch Project, un film qui est vendu comme un documentaire, mais qui est en fait une fiction. Un coup de marketing que je n'hésite pas à qualifier de brillant. Comme si on avait réellement retrouvé du matériel et des rushs tournés et qu'on les avait réédités pour bel et bien avoir ce documentaire. Comme une sorte de pièce à conviction vidéo et que les personnages du film Blair Witch existaient pour de vrai. Le scénario de base fait 35 pages. Si vous connaissez quelque chose au monde du cinéma, vous le savez qu'une minute de scénario donne généralement une minute de film. 35 pages, c'est donc très peu, mais la raison est simple, c'est que le réalisateur veut que la plupart des dialogues soient improvisés. Même les noms des personnages importants de cette légende, c'est des références. Ellie Kedward est une référence à Edward Kelly, un script occultiste anglais du 16e siècle. Et au départ, le nom de Rustin Parr n'était qu'un anagramme de Rasputin. Ce qui fait qu'en plus d'être accepté comme un précurseur dans le monde du fan footage, eh bien Blair Witch est connu comme le premier film qui a été promu presque entièrement avec Internet. Ce qui est quand même très malin quand on se rappelle qu'Internet, c'est un outil tout juste émergent à l'époque. À la production, on doit monter pas moins de 20 heures d'images récupérées pour produire un faux documentaire de 81 minutes. Et même si l'histoire est confirmée comme étant fausse de nos jours encore, quelques prétendus locaux sur Internet clament haut et fort que la ville de Burkittsville pourrait bien renfermer un lourd secret. Bon, il est 4h30 du matin, le soleil commence à se lever. J'ai absolument rien trouvé à part des écureuils qui m'ont vraiment fait très 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 peur. Ouais, je crois que c'était pas une bonne idée finalement. Je vais rentrer chez moi et fait chier, je vais couper ça au montage et... C'était quoi ça? Wow! Oh, c'était quoi ça? Ok, je vais repasser en face. C'était quoi? Ok, ouais, là j'ai vu quelqu'un, je suis sûr. Ah, j'aime pas ça. Ok, je l'ai entendu quelque part par ici.
Oh, et là. Hey! Ok, je l'ai perdu quelque part par ici. C'était quoi ça? Oh, what the